Vous vous asseyez. Non, je vais d'abord révéler l'arrivée. D'accord. On va sécuriser la peut-être arrivée de Georgina Ducroix qui n'est absolument pas sûre de venir. Voilà. Bien. Voilà il y a des bouleversements. Nous l'accueillerons tout à l'heure avec Frigide. Et je pense que, alors effectivement, nous avons la chance d'avoir le docteur Vincent Royer, qui est pédopsychiatre attaché à l'hôpital Robert Debré et chef de service à l'hôpital Henri Hay dans l'Eure-et-Loire. Il est venu spécialement à Paris aujourd'hui, alors que qu'est-ce qu'il y a à votre hôpital? Je suis à Paris, Bon, c'est ça. Et je pense qu'on bouleverse un petit peu tout. Ce n'est pas grave, vous avez des choses importantes à dire. Ce serait vraiment le moment de dire pourquoi votre engagement dans ce collectif, auprès du collectif, la Manif pour tous. Il s'agit en l'occurrence de l'enfant. Et vous êtes, c'est moi qui m'ai personnellement demandé, avec beaucoup d'insistance, d'avoir un professionnel de l'enfance qui sache nous en parler. Merci d'être là, merci de nous en parler. Je ne sais pas si oui, c'est très bien. Le micro fonctionne. Je vais remonter un petit peu à l'histoire de cet engagement parce que bon, moi, contrairement, j'apprends aujourd'hui que je suis en mal de notoriété médiatique. Honnêtement, jusqu'à maintenant, on m'a pas vu beaucoup dans les médias. J'ai un service extrêmement vaste à gérer, plus de 600 patients en file active, et j'ai autre chose à faire que de courir les conférences. Et je m'en serais bien passé. Toute cette histoire remonte au mois de septembre où j'ai assisté à la présentation d'un avant-projet de loi au Sénat, donc avant-projet qui a inspiré d'une certaine façon ce projet actuel, avant-projet élaboré par Madame la sénatrice Esther Benbassa du groupe Europe Écologie Les Verts. Présentait cet avant-projet Madame Caroline Mécari, avocate, Monsieur Didier Héribon et Monsieur Daniel Bourillot, universitaire, et donc spécialiste de l'homosexualité. Ce que j'ai entendu, donc l'avant-projet n'était pas très éloigné de celui présenté actuellement par Madame Taubira, mais ce que j'ai entendu m'a fait froid dans le dos. Parce que en fait, donc, les militants qui présentaient ce projet le présentaient comme une étape. Alors, je vais pouvoir rediscuter après de ce que le projet, en l'état actuel des choses, suscite comme controverse, mais ce projet vu comme une étape me paraît extrêmement dangereux parce que le but qui avait été clairement avoué lors de cette conférence du Sénat, c'était la destruction du mariage en lieu. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il fallait supprimer du mariage l'obligation de fidélité, l'obligation d'assistance entre époux, que la parenté, ou la parentalité plus exactement, puisqu'on crée ce terme de parentalité, ne devait reposer que sur la seule volonté des parents, et donc on faisait de l'enfant un objet qui allait être ballotté au gré d'une volonté parentale qui pouvait, donc on parlait aussi de pouvoir étendre, ça c'est pas pour mes fantasmes, je l'ai entendu à ce moment-là, donc de pouvoir étendre pourquoi pas le couple à 2, 3, etc. Et pouvoir pour un même enfant avoir 3 ou 4 référents légaux. Donc moi qui suis pédopsychiatre de terrain, je suis pas un théoricien, je suis un pédopsychiatre de terrain, je vois régulièrement des enfants confrontés au drame de la séparation de leurs parents mariés ou non mariés, d'ailleurs vivant parfois en maison libre, et je me dis que c'est déjà suffisamment difficile à gérer pour un enfant quand ça se passe mal, parce que généralement ça se passe pas toujours bien, même quand on vous dit que c'est absolument idyllique. Je me dis qu'est-ce que ça va donner quand il y aura 3 ou 4 parents qui tireront sur l'enfant chacun de leur côté. Déjà avec 2 c'est pas simple, quand il y en aura 3 ou 4 ça va être encore plus compliqué à gérer. Alors ça c'est la première chose. Et puis je vais vous parler un petit peu du projet tel qu'il est, et ce que ça suscite en moi comme interrogation. Très rapidement, on vit dans une société française qui est une société multiculturelle. Si on
commence à faire des lois qui ne s'appuient plus sur le réel. Parce qu'il me semble que le réel, la réalité, c'est ce qui fonde la loi. Si on commence à faire des lois qui ne s'appuient plus sur le réel, c'est-à-dire que le réel, c'est le seul consensus qu'on puisse avoir entre des gens qui ont des cultures différentes. Et si cette loi donc, ne s'appuie plus sur la réalité qui est qu'un enfant est issu d'un homme et d'une femme, eh bien à ce moment-là, on tombe dans l'arbitraire. C'est-à-dire que chaque groupe militant, chaque groupe de pression peut décider qu'il va changer la loi au gré des changements politiques. Actuellement, on a un parti au pouvoir qui soutient les militants homosexuels. On pourrait avoir demain un parti au pouvoir qui va soutenir d'autres militants qui vont demander, je ne sais pas pourquoi pas le mariage ou la polygamie, on peut inventer tout ce qu'on veut. Donc à partir du moment où on sort du réel, on rentre dans le domaine de l'arbitraire, et là tous les groupes de pression peuvent, à un moment ou à un autre, transformer les règles de la société. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la place de l'homosexualité dans la société. Je crois que ce projet, c'est un projet qui est très généreux, qui est plein de bonnes intentions, et comme vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il me semble que, et pour m'occuper beaucoup d'enfants en situation de handicap psychique, en particulier d'enfants autistes que j'essaye d'intégrer au maximum dans les circuits les plus normaux possibles, eh bien, l'égalité n'est pas la justice. On ne lutte pas contre une discrimination en niant les différences. Je vais vous donner un petit exemple. Je m'occupe donc d'enfants autistes, et parmi les enfants autistes, vous en avez qu'on appelle les autistes de haut niveau, qui ont une intelligence normale et qui doivent, je pense qu'ils doivent, être scolarisés normalement. Mais pour être scolarisés normalement, ces enfants ont des problèmes de communication, c'est-à-dire qu'ils ne saisissent pas certains aspects du langage, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la métaphore, de l'image, etc. Donc on doit leur reformuler un certain nombre de choses. J'assistais il y a quelques semaines à une réunion d'équipe pédagogique donc dans une école au sujet d'un enfant autiste de haut niveau que je suivais et qui disposait, comme la loi le prévoit depuis 2005, d'une auxiliaire de vie scolaire. Une auxiliaire de vie scolaire, c'est une personne qui assiste au cours à côté de l'élève et qui va lui reformuler les consignes de l'enseignant lorsqu'il est en difficulté. Cet enfant me dit tout se passe bien, il comprend bien les cours avec l'auxiliaire de vie scolaire, les devoirs sont faits correctement, enfin bon, tout va bien. Seulement, au moment des évaluations, c'est la catastrophe. Ces évaluations, elles sont catastrophiques. Je me demande pourquoi les évaluations sont catastrophiques alors que l'enfant suit bien, comprend, engrange les consignes, apprend. Et on me dit, donc j'apprends, que cet enfant ne disposait pas de son auxiliaire de vie scolaire pour les évaluations. Je dis, mais pourquoi ne dispose-t-il pas de son auxiliaire de vie scolaire pour ses évaluations? Et on me répond, mais par égalité vis-à-vis des autres. Donc, vous voyez que dans les mentalités, on a cette idée que la justice serait liée à l'égalité. Je crois qu'il faut changer nos mentalités par rapport à ça. La justice pour cet enfant, c'est de pouvoir disposer de son AVS. Il a un handicap psychique tout le temps, son handicap psychique ne s'en va pas lorsqu'il est en situation d'évaluation. Bien. Je voudrais, sur cet exemple, reprendre la situation de l'homosexualité. Ce qui me semble important, et ce qui me semble grave actuellement, c'est de vouloir faire de l'homosexualité une norme au point de nier que c'est une différence. Et on ne traite pas les discriminations en niant la différence. Moi, j'ai vu, par exemple, un reportage sur Madame Vallaud-Belkacem intervenant dans les écoles en disant l'homosexualité, c'est une norme, c'est normal. Bon. Là, vous voyez, vous écoutez la réaction des élèves qui sont quand même pas idiots et qui voient bien que une norme, la définition scientifique d'une norme, c'est une définition purement statistique. Voilà. Bon, dire que c'est une norme, c'est nier leur différence et c'est d'une extrême violence. Quand on dit à un enfant, bah, tu es comme les autres, alors qu'il n'est pas comme les autres,
eh bien c'est une violence faite à cet enfant, et ça engendre une violence extrêmement importante. Dans les pays où les lois sur le mariage des personnes de même sexe ont été adoptées, j'ai entendu récemment l'audition parlementaire d'un membre du Sénat belge, qui était obligé de reconnaître que les actes homophobes, les actes de violence contre les personnes homosexuelles ont augmenté en Belgique après le passage de la loi, et ça a été le cas pour tous les autres pays. Et ça n'est pas un phénomène qui a été isolé, qui s'est limité à la période de passage de la loi. C'est un phénomène qui a persisté au-delà. Hein. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ça. Maintenant, je voudrais aborder le thème des enfants, parce qu'il me semble qu'on fait une confusion dans cette loi entre les fonctions parentales et les fonctions éducatives. Deux personnes de même sexe peuvent parfaitement éduquer des enfants. Ça s'est vu. Personne ne le nie dans la manif pour tous. Ça n'est pas, là n'est pas le problème. En revanche, ce que ne peuvent pas faire deux personnes de même sexe, c'est porter la parenté qui inscrit l'enfant dans une filiation et lui permet de fantasmer sur ses origines. Ça, c'est impossible. Le rôle de parent, c'est d'abord, le premier rôle du parent, c'est d'abord de porter l'enfantement, c'est-à-dire de porter la filiation, d'inscrire l'enfant dans la succession de générations. Et ça, deux personnes de même sexe ne peuvent pas le faire. Alors, quand j'entends parler d'enfants qui auraient deux mères ou deux pères, et là je pense aussi que ce qui est grave, c'est le changement du sens des mots. C'est-à-dire que j'ai entendu récemment une conférence donnée par le philosophe Jacques Crico, et qui dit que dans tout ce problème, enfin, tout ce qui tourne autour de ce projet de loi, on assiste à un hold-up sémantique. C'est-à-dire qu'on change le sens des mots, et donc du coup, ça ne peut engendrer que des conflits, parce que plus personne n'est d'accord sur ce que les mots veulent dire. Donc on ne peut pas discuter avec des gens qui n'ont pas la même conception, qui ne voient pas les mêmes choses derrière les mêmes mots. Hein, ça, c'est très compliqué dans ces cas-là. Donc un enfant ne peut pas avoir deux mères. En revanche, il peut être élevé par une mère et une co-éducatrice qui va être la compagne de la mère. Mais il ne va pas avoir deux mères. Ça n'est pas possible. Et ça, je crois que c'est ça qui est important, parce que cette loi va changer ça dans l'inscription dans la loi. Si vous voulez, l'inscription dans la loi, c'est quelque chose d'important. Actuellement, un enfant peut être élevé par deux femmes, dont l'une est sa mère et l'autre n'est pas sa mère aux yeux de la loi. Si la loi reconnaît que l'autre est sa mère, là, on est effectivement dans quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, mais la grave fiction, si j'ose dire. Hein. Donc, voilà ce que je voulais dire. Autre chose aussi, c'est que sait-on finalement de l'éducation et du rôle, de la différenciation des rôles parentaux. Hein. On nous sort qu'il y a eu beaucoup d'études, je pourrais parler pendant très longtemps sur les études et les différents biais méthodologiques de ces études, mais ce qui me semble important, c'est de voir que les fonctions parentales, paternelles et maternelles sont différenciées. Ça, on le sait, on a des preuves. Hein. On a par exemple des tas d'études d'enregistrement micro-analyse où on regarde, où on filme et on regarde très attentivement les interactions entre un enfant très jeune et son père et les interactions avec un enfant très jeune et sa mère. Et on voit qu'il y a des différences qualitatives extrêmement significatives dans la façon de porter l'enfant, dans la façon d'interagir avec lui. Hein, le père est plus tourné vers l'extérieur, la mère est plus tournée vers le relationnel. Hein, donc on a des différences réelles. Maintenant, on a aussi des expériences qui ont été faites, par exemple en Scandinavie, pays où vous avez beaucoup de situations où les pères restent à la maison pour s'occuper des enfants. On s'est intéressé à ces familles-là et on a essayé de voir ce qui se passait dans des familles donc, où le père était le référent parental principal de l'enfant, où la mère travaillait, et où on mettait l'enfant dans une situation de stress. Et bien lorsqu'on met l'enfant dans une situation de stress, dans une situation étrange, face à un étranger menaçant, l'enfant appelle sa mère, il n'appelle pas son père. Hein. Donc, comme dit mon confrère Lévy-Soussan, l'homme n'est pas une femme comme l'homme n'est pas une mère comme les autres. Hein. Alors,
là aussi, on peut gloser pour savoir si cette différence est indispensable. Ce que je peux dire, c'est que cette différence est une richesse. Hein. Et à une époque où on a un parti politique au pouvoir qui a lutté pour la parité dans la représentation politique, eh bien, on comprend mal que le même parti actuellement refuse la parité au sein de la famille pour l'enfant, puisque on peut considérer que c'est peut-être pas indispensable. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment, je pense, de moyens de le savoir. Il faut savoir qu'actuellement, il y a encore beaucoup d'études et beaucoup de controverses aux États-Unis sur ce sujet. Donc le débat, comme on nous dit, n'est pas clos, loin de là. Vous avez des tas d'études contradictoires. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que la parité dans la famille, c'est une richesse supplémentaire. Voilà. Je voudrais terminer aussi par tout ce que ce projet de loi va entraîner. Je crois que d'autres vont en parler. Mais ce qu'on voit dans les pays les plus avancés, c'est que fatalement, à partir du moment où on a autorisé l'union de couples de même sexe, et bien dans la foulée, on a eu la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Dans les pays plus avancés, ça existe. Donc, et c'est ça qui nous attend. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, donc, pour des tas de raisons qui sont très logiques. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus. Bien, eh bien, mille merci, voilà des propos sages. Nous avons l'habitude de plus ce groupe quand Brigitte est présente. Là, il s'agissait de parler de manière un petit peu technique de l'enfant, qui est quand même au cœur du débat, bien souvent, et dont on ne parle que de manière peut-être parfois superficielle. Alors, toujours dans l'attente de l'arrivée de Georgina Dufoy, je propose que Xavier Bongibaud, qui est président de Plus Gai sans mariage, nous parle de son mouvement dont il est président et pourquoi va rejoindre le collectif La Manif pour tous. Bonjour. Alors, pour commencer, Plus Gai sans mariage est une association d'homosexuels s'opposant à ce projet de loi que j'ai créé le 16 juillet dernier, alors que Monsieur Hérault nous annonçait une accélération du calendrier sur la question du mariage pour tous, comme il l'appelle, disant que c'était une volonté unanime de la communauté homosexuelle, et disant également que tous les homosexuels étaient forcément pour ce projet de loi parce qu'ils sont homosexuels. Dire cela était pour moi quelque chose d'homophobe, en cela que j'estime que dire que les homosexuels sont tous pour ce projet de loi au nom de leur orientation sexuelle, c'est dire des homosexuels qui n'ont pour seule capacité de réflexion politique que leur instinct sexuel. Je voulais également, en créant Plus Gai sans mariage, rendre la liberté de parole à tous les homosexuels dont on prive de parole en disant que la volonté est unanime dans la communauté. À mon sens, la majorité de la communauté homosexuelle se moque éperdument de ce projet de loi. Il y a autant de personnes qui sont contre ce projet de loi que de personnes qui sont pour ce projet de loi, à la différence près que les personnes étant favorables à ce projet de loi essaient et réussissent à imposer le silence par ces techniques violentes. Je pense que l'épisode scandaleux qu'on vient de voir devant de la part d'Act Up, qui est du moins, comment dirais-je, subventionné par l'État pour mener une mission dans la lutte contre le sida, et qui se servent de ces subventions à des fins politiques est scandaleuse. C'est leur action permanente. Ils en ont fait preuve une fois de plus ce matin. Ils empêchent de parler. Depuis que j'ai pris la parole sur ce sujet, j'en suis à 15 menaces de mort, à 8 agressions, à 3 appels au viol. Il y a bien une volonté de faire taire les homosexuels prenant la parole sur le sujet. Et pas que. Et pas que les homosexuels d'ailleurs. On veut nous empêcher de parler, il y a une vérité qui dérange. Et donc voilà pourquoi j'ai créé Plus Gai sans mariage. Nous estimons, comme les autres opposants, que le mariage n'est en rien un contrat d'amour, en rien un contrat d'union, qu'il est juste l'institution qui crée le cadre de la filiation et de la protection des enfants et de la famille. La loi doit conserver le fait qu'un enfant est né d'un homme et d'une femme. Il n'en sera jamais possible autrement, et cela, la filiation juridique,
doit le conserver et doit rester sur la filiation naturelle. Alors certes, il y avait un amendement de procréation médicalement assistée qui était prévu. Ils ont reculé sur ce point-là hier. Nous pouvons dire que la Manif pour tous y est pour quelque chose. Voyant la grandeur du mouvement qui se lève pour dimanche, ils ne savent plus quoi faire pour essayer de démobiliser. Dire qu'il n'y avait plus la PMA était sans doute un moyen pour eux de le faire, mais de toute manière, nous savons que ça reviendra. Si j'aborde le sujet de la procréation médicalement assistée, c'est parce que, pour moi, quand le gouvernement, quand le Parti socialiste prône la procréation médicalement assistée pour des couples lesbiens, soit ils nous prennent pour des imbéciles, soit ils sont profondément homophobes. Dire qu'il faut la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens, c'est dire que les lesbiennes sont malades, on ne répond pas par une assistance médicale à autre chose qu'à une maladie. Donc dire qu'il y a besoin de procréation médicalement assistée pour les homosexuels, c'est dire que l'homosexualité est une maladie. Donc c'est profondément homophobe. J'espère bien que ce gouvernement nous prend pour des imbéciles. C'est QFD. Et une dernière chose, en matière de rupture avec l'affiliation naturelle, la PMA sera présentée au mois de mars dans une loi sur la famille. Pourquoi? Non, juste puisqu'on va adopter l'ouverture du mariage, enfin ils le veulent, du moins on va tout faire pour que ça ne le soit pas, mais ils veulent ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Pourquoi l'adoption? Il n'y a pas d'enfants adoptables en France. On nous dit tous ces pauvres enfants qui sont à la DAS, mais oui, il y a énormément d'enfants à la DAS, sauf que la grande majorité, les deux parents sont encore en vie, sont en prison, ou la garde a été retirée pour tout un tas de raisons, mais les enfants sont non adoptables. On n'adopte pas des enfants dont les parents sont encore en vie. Il n'y a donc aucun enfant adoptable. Pourquoi on ouvre l'adoption? C'est pour que le conjoint homosexuel puisse adopter les enfants qu'on aura créés afin d'adoption. Non, fabriquer. Oui. Fabriqués afin d'adoption par la procréation médicalement assistée et ensuite par la gestation pour autrui. Qu'on ne nous mente pas, ils sont dans une logique d'égalité jusque boutiste. Si, au nom de l'égalité, on ouvre la procréation aux couples lesbiens, comment pourrait-on refuser aux couples d'hommes de procréer? Il y aurait une grave rupture d'égalité. Donc si au nom de l'égalité, on ouvre le mariage, au nom de l'égalité, on ouvre l'adoption, au nom de l'égalité, on ouvre la PMA, eh bien au nom de l'égalité, demain, nous ouvrirons la GPA également. C'est impossible autrement. Et alors que ce gouvernement défend tant la lutte contre la prostitution, parce qu'il est scandale que des femmes louent leur vagin les scandaleux, c'est la réification de la femme que de demander aux femmes de louer leur vagin, on va leur demander, au travers de la gestation pour autrui, de louer leurs utérus. Je ne comprends vraiment pas comment fonctionne la majorité actuelle, je ne comprends pas comment elle marche, mais je pense qu'elle marche sur la tête. Pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Pour finir, pourquoi viens-tu à la manif? Pourquoi je viens déjà je suis dimanche. Pourquoi je viens à la manif pour tous dimanche? Justement. Tu n'as pas peur? Oh, je n'ai certainement pas peur, et les intimidations qu'il pourrait y avoir, au contraire, ça m'encouragerait à être de plus en plus présent. Je ne me tairai jamais sous la force. Il n'y a que la mort qui puisse me faire taire. Et encore. Et encore. J'aurais pu faire des enregistrements avant de mourir. Mais donc oui, pourquoi je viens? Parce qu'il est nécessaire de montrer au gouvernement que le peuple de France ne veut pas de ce projet de loi. Il est important de montrer au peuple de France, de montrer au président de la République, que le peuple de France veut un débat. Il est important de montrer au président de la République que le peuple de France réclame à 69% un référendum sur le sujet. Alors soit le président de la République est le président comme il s'est présenté vouloir l'être lors du débat d'entre-deux tours face au candidat sortant, donc c'est-à-dire le président de la concertation sociale, le président de la proximité avec le peuple, soit il refuse et il a peur de la parole du peuple. Donc
si nous nous mobilisons si nombreux, c'est pour montrer au président de la République que contrairement à ce qu'on nous dit, non, l'élection présidentielle n'était pas un référendum. Non. Quand on nous dit que le président de la République, l'engagement 31 était dans son pacte de campagne, donc il a carte blanche pour ce projet de loi, c'est faux. Un président élu avec 38,5% du corps électoral n'a quand même pas un chèque en blanc de la part du peuple de France. Donc il est important de bien faire comprendre au président de la République que nous aussi, nous souhaitons être reçus par lui, comme il a pu recevoir Nicolas Gouguin et comparse, en déplaçant d'ailleurs un rendez-vous avec un chef d'État. C'est inédit quand même de recevoir deux chefs associatifs d'associations pas très grandes d'ailleurs, en déplaçant un chef d'État. Donc nous aussi, on demande le droit à être reçus, parce que nous aussi, on porte la parole du peuple de France, et quand on voit le nombre de personnes qu'il y avait le 16 décembre à la manifestation pro-mariage, et le nombre de personnes qu'il y avait aux manifestations du 17 novembre, du 8 et 9 décembre, eh bien on peut dire que le mouvement contre ce projet de loi est plus majoritaire que les gens qui le défendent. Bravo, merci beaucoup. Alors vous êtes prêt à passer entre deux chefs d'État pour aller rencontrer le président de la République? Je suis prêt, mais s'il le veut, je suis même prêt à ce qu'il en déplace un. Il n'y a pas de problème. Bien. Je pensais, Frigide, en attendant toujours Georgina, je pense alors, se rejoindre. Justement, pour Georgina, je demande à ceux qui s'occupent de sécuriser la salle, où en sommes-nous? La police est devant la grande allée. Et dans la salle, est-ce que nous avons des jeunes gens de l'équipe? Vous pouvez venir jusqu'ici, il y en a combien? Non, mais il faut que je la comprenez, cette femme, ça fait 7 ans qu'on la persécute. Il y a un moment où il faut arrêter et il faut reprendre la parole. Alors, vous êtes là, très bien. Alors, comme ça, vous allez l'accueillir et vous vous placerez. Donc, qui d'autre? Est-ce que Patrick est là? Patrick Hainaut, Arnaud Goutéon, les garçons qui peuvent aller chercher Georgina, que je la prévienne. Tug, toi, tu vas venir nous parler de la manif en attendant. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Georgina Dufoy? Voilà, tu peux descendre l'accueillir. Il faut passer par derrière. Parce qu'elle va venir par la grande dernière. Voilà, et que quand j'annonce peut-être qu'elle va arriver, donc des gens se tiennent à l'entrée de l'autre côté, donc il n'y ait pas de gens qui passent par là. Anne de Lander, tu peux faire barrage de ton corps. On me dit qu'il y a la police devant la porte. Mais la police elle peut rentrer par derrière. Elle va passer par derrière. Comment? Là. Où est Arnaud pour aller la chercher? Pendant ce temps, je pense que tu peux nous faire un point sur la manifestation. Voilà, sur l'organisation de la manifestation. Nous devions avoir Albéric Dumont qui est chargé de la logistique, mais s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs de la presse étrangère et française, pardon, messieurs. Donc, Albéric va nous rejoindre. Mais il est en ce moment même encore en train de négocier les parcours, car ça n'est évidemment, comme les chiffres augmentent, enfin les prévisions augmentent, mais nous n'en avons pas le montant, mais tous les jours c'est à réajuster si vous voulez. Donc on est en négociation très étroite avec la préfecture de police. Alors je laisse à Tugdual Derville, notre coordinateur en région et en association, le soin de nous dire où nous en sommes à J-3. Merci beaucoup Frigide, vous sentez bien à quel point notre souci de la sécurité de nos manifestants est prégnant, et tous les petits signes effectivement de tentatives d'intimidation, etc., nous les prenons extrêmement au sérieux, car nous sommes responsables d'un immense mouvement. Combien allons-nous être? Cette question nous est posée plusieurs fois chaque jour, et nous n'avons pas de prédiction. Vous le savez sans doute, de plus en plus on se décide au dernier moment pour manifester, et encore aujourd'hui en province, des cars s'organisent, les gens s'inscrivent, et bien sûr encore plus en Île-de-France, et donc nous constaterons cette mobilisation citoyenne le jour J. Je dois simplement dire à ceux qui aiment les chiffres, et nous on les suit de très près effectivement, qu'on a largement maintenant dépassé les 900 cars. On a toujours nos 5 trains à fréter depuis un certain moment parce que ça s'anticipe, et par contre bien sûr la SNCF a enregistré un pic énorme de réservations pour à la fois le jour J, dimanche, et pour le week-end. Le covoiturage marche à plein.
Alors en faisant toutes les péréquations qu'on peut, voilà, on sait simplement que bien sûr on attend plus de monde que pour la grande manifestation régionale parisienne du 17 novembre, en même temps que Lyon et qu'ailleurs, et cette manif avait déjà battu les records d'affluence. Tu veux dire qu'en fait on attend au moins autant que Paris, plus Lyon, plus Bordeaux, plus voilà. Oui, bien sûr, on a beaucoup d'ambition. Un petit mot quand même sur... Moi je m'interroge, parce que j'ai été extrêmement surpris de la réussite de l'initiative qui a été portée, notamment et souhaitée par Frigide pour le 17 novembre, surpris de voir que ce bouillonnement que nous sentions sur le plan qualitatif, c'est-à-dire les gens sont intimement concernés par ce sujet, non pas par un slogan facile, mariage pour tous, qui est attrayant par sa générosité, mais par les conséquences qui ont été très bien exprimées en termes de filiation. Pourquoi ce mouvement est-il si grand? Pourquoi nous surprend-il tous, je pense, par son ampleur, et on n'a pas fini d'être surpris. Moi, je compare cela à l'émergence du mouvement écologiste il y a quelques dizaines d'années. Des associations éparpillées étaient soucieuses de préserver l'environnement de milieux naturels menacés. Et elles se sont unies progressivement avec des experts, je dirais plus visionnaires, et qui se sont interrogés sur l'avenir de notre planète, sur la nécessité d'offrir aux générations futures une planète avec des moyens, avec des ressources naturelles qui n'auraient pas été gâchées. Eh bien, nous sommes, nous, en train d'assister à l'émergence d'une écologie humaine, avec le souci, effectivement, que les générations futures bénéficient d'une des plus grandes richesses dont nous avons tous bénéficié, c'est-à-dire tous nés d'un homme et d'une femme. Et je crois que les émissions encore qu'il y a eu hier ont pu montrer à quel point il y avait aujourd'hui une très forte pression pour que les enfants puissent naître dans des conditions tout autres. Et qu'on s'affranchisse à la fois des 2 parents pour aller sur 3, 4, 5 et plus en termes de parentalité, et qu'on conçoive des enfants à la demande d'adultes qui seraient délibérément privés de toute référence paternelle et de toute référence maternelle. Et ça, nos manifestants l'ont parfaitement compris. Ils se sentent intimement concernés, non pas par leur intérêt, ce qui a été une discussion que j'ai eue avec un journaliste de YAG qui disait au moins on reconnaît que vous ne défendez pas votre intérêt, et ça c'est déjà assez nouveau dans les grands mouvements d'opinion, mais ils pensent que nous heurtons à leur droit, et nous l'avons entendu, nous entendons que c'est ce qu'ils pensent, nous disons non, nous nous battons pour le droit des générations futures à bénéficier de la grande richesse qu'est l'engendrement. Alors après, en ce qui concerne la manifestation, eh bien, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Frigide est partie, accueillir... Non, pas encore tout de suite. Pas encore tout de suite. Dans les parties, non, je pense que voilà. En termes de chiffres, voilà. En termes de parcours, les parcours... Les parcours, vous les connaissez, nous avons choisi... Non, vous avez donné... Moi, j'ai vu votre dossier de presse et je m'interrogeais cette nuit en compulsant. Vous avez des lieux de départ, on ne sait pas par où ça passe, il y a des gens qui ont mal au pied, qui aimeraient bien le rejoindre, et on dit que pour des raisons de sécurité, est-ce vrai? On ne veut pas donner l'itinéraire, je pense que c'est une erreur. Maintenant, il faudrait quand même le donner. Alors, voilà. Que les gens puissent le rejoindre. D'abord, l'itinéraire n'est pas encore totalement défini parce que les négociations, comme l'a dit Frigide tout à l'heure, sont encore en cours pour des raisons de sécurisation. Je dois dire que ces 3 points de départ ne sont pas au départ un choix des organisateurs, ce sont les relations avec les forces de l'ordre qui nous ont fait comprendre, et nous les respectons parfaitement, que nous ne pouvions pas, compte tenu de l'affluence, avoir un seul parcours. C'est tout de même une seule manifestation. Les 3 parcours, au départ de la Porte Maillot, d'Enfer Rochereau et de la place d'Italie, sont identiques quant à l'animation, avec un petit quelque chose qui permettra de manifester leur diversité. Le final converge vers le Champ de Mars. Je dois dire que le parcours d'Enfer est un peu plus bref pour ceux qui auraient plus de difficultés de déplacement. Nous le signalons aux personnes qui... voilà. Mais en termes de timing, ça revient à peu près au même parce que tout dépend bien davantage de la fluidité du flot de personnes que nous essayons d'encadrer avec près de 10 000 volontaires. C'est ce que nous sommes en train de former avec des responsables d'équipe, et en comptant énormément sur les forces de l'ordre pour nous aider à sécuriser et à garantir aussi le ton de notre mobilisation. Et vous le savez, ce qui a été aussi, je crois, quelque chose d'exceptionnel, en tout cas dans ma vie associative, je n'avais jamais vu ça. Nous nous sommes tous mis sous un seul label, sous un seul logo, celui de Manif pour tous. Et je dois dire, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les tribus gauloises, cette diversité associative, cette richesse associative. Elle est parfaitement préservée, mais nous avons fait l'unité en effaçant nos logos, nos nombrils, nos égos d'une certaine manière associative, pour être tous ensemble dans un seul mot d'ordre. La suspension en l'état du projet de loi, la lutte contre l'homophobie en ce qu'elle est discrimination injuste vis-à-vis des personnes ou stigmatisation des personnes,
et avec le souci de rassembler le plus largement possible au-delà de tous les clivages. Nous sommes conscients qu'une grande mobilisation peut attirer la tentation d'une récupération politique ou partisane. Et vous le savez, il n'y aura aucun logo de parti politique. Nous avons bien signifié à tous les partis qui ont le droit d'appeler à manifester que c'était une manifestation citoyenne, même pas associative, citoyenne. Nous savons bien aussi à quel point toutes les autres sensibilités sont nécessaires, toutes les sensibilités à la fois en termes de conviction politique, de croyance ou de non-croyance, d'orientation sexuelle. C'est une manifestation pour tous, ça c'est le grand mérite de Frigide d'avoir réussi à faire une unité au-delà des rangs habituels des associations. Et donc pour nous, cette première grande manifestation nationale, c'est une première. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Et nous le savons bien, il y aura d'autres étapes législatives. Si le président Hollande n'écoute pas cette mobilisation, nous pensons qu'il va devoir, il ne peut pas ne pas l'écouter effectivement. Il y a d'autres étapes législatives que vous connaissez aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et nous sommes mobilisés. J'ai entendu Xavier qui exprimer très fortement que seule la mort pourrait le faire. Bon, j'admire ce courage énorme à la menace. Hein. Et en tout cas, question de vie ou de mort. Il est clair que pour nous, ce mouvement a un commencement, mais il n'est absolument pas terminé et que nous restons mobilisés extrêmement fortement. Je pense que les observateurs ont pu noter à quel point il était surprenant qu'on mobilise si vite tant de personnes. Pourquoi? Nous sommes nous-mêmes dans l'interrogation. Alors je nous vois dans telle ou telle émission décryptés comme des crabes dans une assiette en disant voilà, c'est parce que c'est pourquoi. Bon. Je pense qu'une des réponses techniques, c'est des outils de communication contemporains, c'est-à-dire la téléphonie, les réseaux sociaux, les conférences téléphoniques, la capacité très vite d'organiser les choses. Et effectivement, ce qui en d'autres temps aurait mis des mois à se monter, a pu se monter en quelques semaines, grâce aussi à la très grande jeunesse des organisateurs. Je ne parle pas de moi ni de Frigide, qui est bien sûr la plus jeune de nous tous, mais ça se voit. Vous verriez les réunions où ce sont des hommes ou des femmes de 20, 21 ans, 22 ans qui sont à la tête de notre organisation, épaulés par les plus anciens, ceux qui ont de l'expérience. Mais cette jeunesse, eh bien, ce sont des gens qui peuvent ne pas dormir pendant quelques nuits, contrairement à nous qui avons besoin d'un peu de sommeil et qui en manquons. Ce sont des personnes aussi qui sont extrêmement actives sur Internet et qui ont la maîtrise sur des outils de communication que les plus anciens ont du mal à maîtriser. Le résultat, c'est que toutes les générations sont rassemblées et que les jeunes sont en pointe dans l'organisation, que nous sommes bien souvent derrière eux. Je dirais enfin, et pour terminer, j'ai parlé de récupération politique, mais bien sûr, les élus sont plus que bienvenus à notre manifestation. Ils auront une place de choix, les parlementaires, bien sûr, de tous bords, nous espérons le plus nombreux possible, et les maires. Les maires de communes et les maires adjoints. Nous avons les maires pour l'enfance qui sont aujourd'hui maires et maires adjoints 18 000, et ils seront encore bien plus nombreux à terme, vous le verrez. Et ces maires sont ceux qui sont concernés par le mariage, par la filiation, qui sont en première ligne pour lutter contre la précarité familiale, parce qu'ils savent exactement localement ce dont il s'agit. Et nous disons solennellement au gouvernement et à l'exécutif qu'un projet dont seulement 6% des Français considèrent qu'il est prioritaire, il est indécent de s'arc-bouter sur ce projet aujourd'hui. Les responsables politiques de tous bords sont comme dépassés par la crise économique. C'est tel que savent les Français. Ils veulent des emplois, c'est ça qu'ils veulent, pas le mariage pour tous, qui est un slogan tout à fait réducteur et nous pouvons dénoncer le caractère manipulateur. Eh bien, en temps de crise économique, nous sommes pour que les repères essentiels, notamment les repères de la famille, dont doivent bénéficier dans la mesure du possible tous les enfants, et quand ils n'en bénéficient pas, il faut soutenir et bien sûr ne pas stigmatiser les familles qui sont dans des difficultés très fortes, et on est là tous pour les aider, y compris dans mon association par les services d'écoute et d'aide, mais ce n'est pas le moment de créer la précarité, alors que la famille est le premier lieu d'amortissement de la crise, le lieu refuge, la valeur refuge dans lequel les Français sont très attachés. Lorsque nous interrogeons, et on l'a fait très souvent, les plus jeunes générations, en leur demandant, j'en aurais terminé sauf si vous me dites qu'il faut que je continue, mais oui, vous présentez. Je me présente, je suis Tugdual d'Herville. Je ne suis pas breton, mais mon prénom c'est Tugdual. C'est un choix maternel, je m'en excuse auprès de vous. T-U-G-D-U-A-L. Il y en a d'autres des Tugduo, hein, vous savez, je ne suis pas tout seul, c'est un vrai prénom. D'Herville, D-E-R-V-I-2-L-E. Voilà, je suis responsable de la mobilisation en région de la Manif pour tous, et j'essaie de coordonner quelques 30 associations qui sont coordinatrices, et je suis un des porte-parole avec Frigide, Xavier et bien d'autres.
Justement, alors vous avez parlé de mobilité, vous avez parlé des itinéraires, avec pas assez de détails d'usage, mais que va-t-il se passer au Champ de Mars? Alors au Champ de Mars, c'est une belle surprise, mais il ne se passe pas. Non, mais vous imaginez, je vous fais rentrer dans. Pouvoir en parler. Voilà, on vous fait rentrer. Vous voulez donner envie de marcher, d'avoir mal aux pieds, voilà. Il faut qu'un petit peu on sache ce qu'il y a où. Au Champ de Mars, comme vous l'imaginez, nos manifestants qui auront marché ont besoin d'être gratifiés. D'une part, et puis nous avons besoin de passer des messages dont certains sont solennels. Alors cette gratification, elle aura un côté festif, avec au fond un spectacle, avec des messages, avec des images, avec de la musique, avec des chansons, avec des surprises un peu comme vous pouvez l'imaginer, compte tenu de la personnalité extraordinaire de notre Frigide internationale ici. Donc voilà. Et donc, j'irai pas plus loin dans les détails, mais effectivement, nous sommes en train d'organiser, ceux qui l'organisent, c'est pas moi personnellement, un spectacle pour que la plupart des manifestants puissent assister à un final qui sera aussi un envoi pour les étapes suivantes. Et donc nous réservons, si vous permettez, la surprise à nos manifestants, à vous-même, à la presse, pour assister à ce jour J. Je dois donner aussi une information importante qui n'est pas encore parue dans la presse. Nous avons aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on mobilise, une grande opération de diffusion de tracts à Paris, dans les stations de métro, où 1000 volontaires vont se relayer entre, à quelle heure est-ce? C'est à 18h, à partir de 18h30, voilà, massive, jusqu'à 21h30, voilà. Et nous aurons distribué au total 4 500 000 tracts dans la France entière. Et je dois aussi vous préciser que ces tractages, qui pourraient se faire au kilomètre, 250 à l'heure à la gare Saint-Lazare, c'est facile, mais non. Nous avons choisi de tracter le plus souvent et de plus en plus dans un dialogue individuel avec chaque personne qui reçoit un tract. Et nous découvrons à chaque fois que ces personnes ont besoin d'arguments, et que ces personnes sont sensibles à nos arguments et que nombre d'entre elles nous rejoignent dans la mobilisation quand ils découvrent ce qui est encore trop souvent caché, par exemple que mariage et filiation sont corrélés, que l'adoption par deux personnes de même sexe d'enfants qui auraient été privés de leurs parents par un deuil ou pour un accident de la vie est prévue dans le texte, et par ailleurs que les promoteurs du texte promettent d'ores et déjà pour certains l'insémination artificielle pour deux femmes permettant de priver, entre guillemets, conduisant, disons, à priver un enfant de toute référence paternelle, et pour les autres, comme Pierre Berger ou d'autres qui veulent, au nom de la discrimination homme-femme qu'induirait cette disposition, eh bien ces fameuses mères porteuses, ces femmes réduites à l'état, au fond, de locatrices de leur corps, que bien sûr beaucoup de féministes dont nous faisons partie récusent. Mais pas Najat Vallaud-Belkacem, je le rappelle, qui en tant que ministre des droits des femmes aujourd'hui, certes, ne prend plus position, mais qui, lorsqu'elle était responsable pour le Parti socialiste des questions de société, avait pris position pour les mères porteuses, la gestation pour autrui, qui, à nos yeux, est un vrai scandale humanitaire et heureusement contesté par de nombreuses voix féministes. Très bien.